Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Clément, qui est kinésithérapeute. Salut Mickaël. Salut Johan, merci de m'accueillir sur ton podcast et bonjour à tous, hein. J'espère que ce que je pourrais vous dire, ça vous intéressera. Bah oui, je pense. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Écoute, première question classique, je vais te laisser te présenter et parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à devenir kiné. Alors moi, c'est un parcours, relativement simple, hein. En gros, je savais pas trop quoi faire. J'ai et en fait, à un moment donné, j'ai eu, l'occasion de rentrer, dans une classe préparatoire pour rentrer dans une école de kiné. Il y a un concours à préparer. Je l'ai réussi, je suis rentré dans une école et moi, je l'ai fait à l'époque où, en gros, pour devenir kiné, c'était 3 ans d'études. Maintenant, c'est 4 ans. Donc, je suis kinésithérapeute diplômé depuis l'année 2017. Voilà. Donc, en gros, on fait pour être kinésithérapeute, il faut faire la formation des IFMK, donc des instituts, de formation, en masso-kinésithérapie, pour avoir le diplôme d'État. Et après, en fait, on peut faire, plein de formations, différentes en fonction de ce qui nous plaît, on va dire. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, traiter des troubles musculo-squelettiques, voilà. Donc tout ce qui va être, douleur d'épaule, douleur de dos, cervicalgie et toute la partie, qu'on peut appeler pneumologie, pédia, tout ça, j'en fais pas du tout. Donc il y a différentes spécialités du coup quand on devient kiné. Ouais, en fait, on est tous, kinés généralistes. Un kiné, il peut faire, tous les actes, mais après, en fait, la kiné, c'est tellement vaste que, pour être bon dans un domaine, c'est mieux de se concentrer dessus, quoi. Par exemple, je serais incapable de prendre en charge quelqu'un, avec des problèmes, si c'est de la cardiologie en hôpital, je serais incapable de le prendre en charge. De la pédiatrie, j'en fais pas non plus. De la pneumologie, comme j'ai dit, j'en fais pas. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, quoi. Voilà, vraiment, douleurs, articulaires, on va dire, musculaires. Bien évidemment, quand les gens y viennent, ils peuvent avoir d'autres choses, donc il faut quand même savoir réorienter le patient, détecter s'il a une pathologie grave ou quoi. Mais en gros, voilà, moi, je m'occupe, des gens qui ont, des douleurs musculo-squelettiques. Ok, et tes patients, t'as tout type de patients ou t'as majoritairement des sportifs ou... Alors en fait, moi j'exerce, de 2 manières différentes. J'exerce dans un cabinet. Donc, au cabinet pour le coup, j'ai tout type de patients. La zone où je suis, ils sont quand même plus jeunes que dans certaines zones. Moi je suis en région parisienne. Et après je fais des consultations en ligne et en général, c'est des personnes qui me sollicitent et là, c'est une patientèle beaucoup plus, jeune et sportive et 90 des gens, c'est des gens qui font de la musculation, quoi. Et du coup, tu proposes un suivi à distance, du coup, c'est ça? Ouais, en fait, deux types de choses. Des fois, il y a des personnes qui veulent juste avoir, un avis sur leur situation, des fois, c'est pour savoir est-ce que ce qu'ils font avec leur kiné, c'est bien? Ou est-ce qu'il y a besoin d'être suivi par un kiné, en fonction de ce qu'ils ont? Et après, effectivement, pour certains, quand il y a pas de contre-indication à une prise en charge à distance, je fais des suivis. Voilà, après, je prends vraiment que ceux que je sais que je vais pouvoir aider, à distance et je mets en priorité, les gens qui sont dans des zones où ils ont pas accès à des kinés en général. Voilà. Tous ceux qui sont Ok. déjà suivis par un kiné ou qui me disent qu'ils peuvent avoir accès à un kiné, je leur dis: «Bah, fais plutôt chez toi» et moi je me concentre parce qu'il y a des endroits en fait, pour avoir des kinés, c'est plusieurs mois d'attente, hein. Ouais, ouais, souvent c'est une profession, enfin, il y a beaucoup plus de demandes, quoi. Donc, ouais, Ouais. ça peut être surchargé, quoi, pour certaines villes, peut-être, notamment.
exactement, ouais. Donc bon, je les mets en priorité ces personnes-là. Tu as déjà pensé à travailler en tant que kiné du sport dans une équipe sportive? Tu vois, Alors, dans intégrer un peu dans un staff, ouais, d'une l'inter équipe? ouais. Alors moi j'ai fait, effectivement en sortant de l'école, j'ai fait une, formation en kinésithérapie du sport pour, alors la formation, quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé, plutôt bien et puis ça me permettait d'avoir vraiment, la carte kiné du sport. Après avec le recul, je pense qu'elle était pas non plus, si bien que ça la formation. Par contre intégrer une équipe, sportive, ça m'a jamais, jamais vraiment intéressé. J'ai déjà travaillé pour des sportifs de haut niveau, mais c'était vraiment, heu, avec une seule personne en particulier, hors du cadre. En général, c'était même des sports, individuels. Mais rentrer en fait, c'est très compliqué, dans le sens où en fait, bah, faut faire les déplacements avec les équipes, s'occuper de, beaucoup de personnes. Ça prend du temps, on n'est pas forcément, très bien payé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais vraiment, attiré. Moi, j'aime bien vraiment prendre le temps avec les gens et pas être trop stressé, faire vraiment les choses, à ma façon et en plus, quand tu es dans un staff, tu gères, bah, l'équipe, mais il faut que tu gères aussi, le côté, prépa physique, il faut que tu gères, avec le staff médical et franchement, j'aime bien être, j'aime bien faire à ma façon, quoi. Ouais, Ça veut pas je dire que les pense. autres font mal, mais c'est que, plus va y avoir, d'intervenants, il faut vraiment qu'il y ait une très, très bonne communication pour que, ça profite vraiment à tout le monde, quoi. Ouais, c'était une autre, un peu notre philosophie et peut-être que c'est plus aussi axé sur, la kiné, peut-être pour la récupération. Souvent, on voit ça dans les équipes. Ouais, il peut y avoir, ouais, kiné, pour la récupération et tout ça. Après, il y a, forcément le gérer les blessures et les choses comme ça. Mais, vraiment de toute façon, c'est vraiment pas mon ça m'intéresse pas vraiment et de toute manière, je sais même pas si enfin, ouais, non, ça vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. OK, OK. OK, mais c'était simple question de Ah non, comme mais ça. il y a pas de problème. Je sais que c'est difficile, en fait. J'en connais, hein, dans ce milieu, mais c'est vrai que ça a l'air, très difficile et je pense que je suis pas prêt à faire cet engagement-là, quoi. Ouais, c'est un milieu complètement différent et de toute façon, ça rentre un peu dans le sport de haut niveau et en général, le sport de haut niveau, c'est un peu une une, une case à part un peu, c'est Ouais, différent quoi de ce ouais, qu'on a ouais, non, l'habitude de. mais tout à fait. Est-ce que tu pourrais, expliquer rapidement, ce qu'est la kinésithérapie et les objectifs? Parce que je pense que les gens, des fois, ils voient la kiné peut-être comme, «Oh, je vais avoir un massage» ou des trucs comme ça pour me débloquer un truc. Est-ce que tu pourrais expliquer, toi, ta vision de la kiné? Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde, mais même moi je le vois, au cabinet aussi où ils pensent qu'aller voir le kiné c'est, bah, donc ça va être du massage quoi, pour aller mieux, effectivement pour décoincer ou débloquer des choses, dans leur corps. Je pense que de manière générale, l'objectif de la kiné c'est, de permettre au patient qui vient avec une problématique, de lui faire récupérer un maximum de fonctions possibles. Donc c'est-à-dire que s'il a des problèmes, s'il aime bien aller marcher, mais qu'au bout de 10 minutes, il a mal au dos ou des choses comme ça, bah, c'est essayer de lui augmenter son périmètre de marche, par exemple. Donc c'est vraiment avoir le plus de fonctions possible avec le moins de douleur possible, quoi. Mais après pareil, ça dépend, vraiment des patients. Il y en a, c les i tous les patients, en fait, ils ont des objectifs, différents. Il y en a, ils sont pas forcément trop focalisés sur la douleur et s'ils ont mal, mais qu'ils peuvent faire leurs activités en gérant leur douleur, bah, ça leur va très bien et pas de problème. J'ai même des patients qui viennent, qui ont une douleur, par exemple, ils ont mal, à l'épaule et en gros, ils m'ont déjà demandé, «Est-ce que, quand je lève mon bras, est-ce que j'abîme quelque chose dans mon épaule ou quoi?» Et en fait, bon avec on fait le bilan et tout pour être sûr qu'il y a rien de grave, tout ça et moi je leur explique ma façon de voir les choses, sur leur cas en disant: «Non, non, il y a pas de vous abîmez pas votre corps dès que vous avez mal» et il y en a, ils me disent: «Bah, ça me suffit. Si je sais que j'abîme rien, bah, j'ai pas besoin de vous, je peux vivre avec, voilà». Mmh, ouais, c'est vachement, ça dépend beaucoup des personnes, quoi. C'est pas il y a pas une manière, il y a pas une méthode, Non, en pour tout fait, le monde, c'est quoi. vraiment, ouais. Après, c'est vrai que les patients, ils viennent avec, certaines, hem, en fait, ils viennent avec, certains préjugés, par exemple, le fait d'être massé et des fois, nous, on pense aussi que les patients, ils ont certaines attentes et en fait, bah, on a
c'est pour ça qu'il faut beaucoup parler avec eux pour être sûr de savoir quels sont leurs objectifs et quelles sont, leurs attentes, voilà. C'est pour ça que dans le bilan, bon, bah, il y a vraiment une partie, examen, clinique physique, on va dire, pour être sûr qu'il y a rien de grave ou pour, voir la problématique. Il y a quand même toute une partie entretien où on parle avec le patient pour savoir pourquoi, pourquoi il vient, quels sont ses objectifs, qu'est-ce que lui, il attend des séances de kiné, qu'est-ce qu'il pense de son problème aussi, ça c'est hyper important. Parce qu'en fonction de ce que lui pense de son problème, bah, le soin qu'on va amener, il va être différent. Donc, on va essayer de et s'il a des croyances qui sont, qui peut-être l'empêchent de progresser, bah, on va essayer de les modifier sans toujours pareil, sans le brusquer ou quoi. Mais, voilà, ouais, il faut toujours savoir pourquoi le patient il vient pour l'aider au mieux, en fait. Ouais, donc tu inclus vachement l'importance de la communication, quoi. Ah, bah, pour moi, c'est vraiment une partie, essentielle. Par exemple, on va reprendre le cas d'une épaule douloureuse, c'est facile à comprendre. De toute manière, en général, on sait qu'une douleur à l'épaule, ce qui marche le mieux pour la traiter, ça va être, l'exercice et l'éducation, du patient par rapport à sa douleur, adapter les charges des exercices, en fonction de ses symptômes et tout ça. Mais si, par exemple, lui, il pense que quand il bouge son bras, il abîme son tendon, ou des choses comme ça, bah, l'exercice, si tu en parles pas avec ton patient, bah, lui, en fait, il va avoir l'impression qu'à chaque fois que tu lui fais faire de l'exercice, il est en train de s'abîmer et du coup, même si le traitement en soi, il est bon, vu les croyances et les attentes du patient, bah, en fait, au final, il sera mauvais, quoi. Parce que lui, il aura des attentes négatives par rapport à ça et en fait, ça va complètement fausser, les résultats de la rééducation. OK. Ah ouais, je comprends, ouais. Et est-ce qu'en kiné, il y a aussi des philosophies différentes? Dans le sens où, par exemple, tu vois, dans l'entraînement ou dans la préparation physique, tout ça, il y a des méthodes, tout ça, mais chaque entraîneur a un peu sa philosophie d'entraînement. Est-ce qu'en Mmh. kiné, c'est pareil? Est-ce qu'il y a différents courants un peu de la kiné? Ouais, je pense qu'il y en a des différents. Après, ça va être très individuel pour chacun parce qu'en gros, quand, comme je te disais, tu as énormément, de formations et tu peux avoir, chaque personne qui vont te dire: «Ma formation, c'est la meilleure et c'est ça qui va marcher avec tes patients». Donc par exemple, tu as des formations, je sais pas si tu connais la formation McKenzie, mais en gros, c'est pour la prise en charge des douleurs, alors du rachis, complètement, mais c'est le plus documenté pour la région lombaire. Bah, tu vas avoir des gens qui vont faire cette formation-là et qui vont, jurer que par, McKenzie. Tu vas avoir des gens qui vont faire des formations sur, les points trigger, donc c'est les nœuds musculaires, on va dire, et qui vont jurer, que par ça. Tu vas avoir des gens, ils vont faire que du fascia. Tu vas avoir, voilà et après, enfin, et eux peuvent se dire: «Ma technique, c'est la meilleure, c'est ça qui marche» et tout ça. Après, c'est toujours pareil, il y a aucune vérité absolue et je pense que le mieux, c'est de pouvoir, naviguer entre, différents, outils pour aider, au mieux le patient, quoi et de toute manière, par exemple, pour la prise en charge pour le mal de dos, il y a pas de technique supérieure, à une autre. Ouais, le mieux, c'est de connaître un peu les différentes, techniques, ce qui fait un peu ce qui se fait et après de piocher un peu. C'est des outils, en fait, on pioche l'outil après pour le client, quoi, pour répondre au mieux à son Pour le besoin. patient, ouais. Ouais, exactement. En fait, comme je dis, au début, il faut être sûr que, ton patient, il ait rien de grave, parce que normalement, c'est au médecin de filtrer, mais ils le font pas toujours bien, donc tu filtres. Une fois qu'il y a rien de grave, tu fais, ta rééducation et tu utilises tes outils qui te semblent les plus appropriés pour le patient et toujours pareil en fonction des attentes, des croyances, et des objectifs, de ton patient, quoi. OK et tu as évoqué les fascias. Mmh. Les fascias, je sais pas si ça parle à tout le monde et j'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose de très répandu, mais c'est quoi ta un peu ta vision toi sur les fascias? Parce que moi je sais que j'avais, été suivi par un posturologue, je crois, qui travaillait beaucoup sur les fascias et que voilà, c'est quoi toi qu'est-ce que tu en penses un peu des fascias, de la Alors, thérapie un peu avec les fascias? la thérapie des OK. Alors après Ouais, ça dép c'est le fait de le modelage de fascia, voilà, c'est ça. alors en fait, c'est pareil. Après qu'est-ce que pour, en gros, alors ça dépend en fait ce que la personne elle te raconte sur les fascias. Les fascias c'est du tissu C'est conjonctif, tu en as partout. oui,
Ouais. Donc ça recouvre les muscles, mais c'est aussi, dans les muscles, ça forme des cloisons. Le tendon, ça fait partie du système facial, c'est du tissu conjonctif, les ligaments, la capsule articulaire, tout ça. Après, c'est, la personne qui travaille sur les fascias, quelle prétention elle met, derrière. Par exemple, remodeler un fascia, c'est pas possi à la main, c'est pas manuellement, c'est impossible. En fait, il faut appliquer tellement de force pour déformer un fascia que, à main nue, voilà, c'est pas possible. Tu peux travailler manuellement sur certains endroits où tu auras des mécanismes de diminution de la douleur, de toute manière. Dès que tu fais une intervention, dès que tu poses tes mains sur quelqu'un, tu vas normalement déclencher des mécanismes qui font que tu vas avoir une diminution de la douleur, mais tu pourras pas déformer un fascia. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un fascia, en appliquant une tension dessus, il va, réagir en s'adaptant. Donc il va être de plus en plus, résistant. En général, il augmente sa raideur. Il va être de grosso modo de plus en plus résistant. Donc si enfin voilà, c'est pas possible à main nue de déformer un fascia. Il y a une différence entre déformer un fascia et remodeler, je sais pas si ça se dit, remodeler un fascia? Bah, en fait, après, il faut regarder les courbes de résistance des tissus. En fait, tu vas avoir, une partie de déformation élastique où le tissu pourra reprendre sa forme et tu vas avoir une déformation plastique si tu as plus vraiment trop de contraintes et là, tu vas effectivement mais c'est des contraintes qui sont bien trop importantes. À main nue, tu stimules des mécanorécepteurs sur la peau et tu fais tout un tas de choses. Parce que c'est pareil, quelqu'un qui dit qu'il travaille sur les fascias, il va devoir, en fait, est-ce qu'il travaille vraiment sur le fascia? Parce que du coup, il y a toujours, soit du muscle, on est obligé de passer par la peau, il y a des mécanorécepteurs sur la peau, ça peut engendrer des phénomènes antalgiques, donc des diminution de la douleur. Donc moi je dis pas que c'est mauvais de faire ça, je dis ça dépend de l'explication que tu donnes derrière à ton patient. C'est-à-dire, OK. je vais remodeler tes fascias, même lui, qu'est-ce qu'il comprend de ça? Est-ce qu'il comprend que c'est déformable? Est-ce que s'il comprend que c'est déformable, est-ce qu'il comprend que c'est fragile? Voilà. Si à main nue, tu peux déformer un fascia, est-ce que, quand imagine ce qui se passe si tu fais un squat, à 120 kilos, tu vois? Heu, donc moi je suis contre aucune, thérapie tant que c'est pas une dérive thérapeutique ou quoi, mais c'est qu'est-ce que tu expliques au patient derrière? C'est comme la manipulation articulaire. Quelqu'un qui a mal au dos, il se fait manipuler, on entend le crack au niveau de la vertèbre, il va mieux après, très bien, il est plus mobile, il a moins mal, on sait que ça peut faire ça. Qu'est-ce que tu expliques à ton patient? Est-ce que, si tu lui dis: «Ta vertèbre a été déplacée et que je viens de te la remettre et c'était à cause de ça que tu avais mal», là, je dis: «La thérapie manuelle, tu l'as utilisée d'une la mauvaise manière». Parce que le patient, il va se dire: «J'avais une vertèbre déplacée, il y a que, mon ostéo ou mon kiné qui peut me la remettre, donc tu vas le rendre dépendant de toi». Alors que si tu lui expliques que non, la vertèbre elle est pas déplacée, que tu as juste redonné, tu as envoyé de l'information à ces tissus pour qu'il y ait moins de douleur et moins de, et plus de mobilité, bah, déjà là, il va pas comprendre la même chose et derrière, la représentation de son corps, elle sera différente. Mmh. Je sais pas si je suis clair? Si, 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 je vois à peu près, ça ouais, ça dépend des explications comme tu as dit. Ouais, Mais là, pour le cas des fascias, par exemple, bah, moi, pour mon cas, c'était il y avait une douleur et du coup, ce professionnel-là, il disait que c'était, que la cause venait des fascias. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais ouais, en gros, par un moment, j'avais alors mon médecin m'avait diagnostiqué une périostite. Et, ouais, et ce professionnel-là, il m'a dit que c'était pas une périostite parce que c'était pas au niveau du périoste et du coup il a travaillé sur les fascias manuellement et voilà. Et moi, bah, par la suite, finalement, la douleur a disparu et j'ai plus mal quoi. C'était au tibia, tu vois. ouais, Donc voilà, c'était plus par rapport à une douleur quoi. Il disait pas, je vais te modeler tes fascias, mais tu lui dis que t'as mal pour tel truc et après, lui, il en vient en fascia quoi. ouais. Après c'est tant q enfin, ouais, a priori, je sais pas ce qu'il a donné comme, explication, pour, Ça, je sais plus, je sais plus. justifier ça et après c'est qu'est-ce que, toi tu en as compris de ça? Après que tu ailles mieux, ça c'est tant mieux, mais c'est, le discours qui va avec à voir si, parce que pareil en fait c'est tout quand, tu as une périostite, quand tu as une douleur à la jambe, en fait c'est pareil, c'est tu peux avoir, c'est si tu as juste une douleur au niveau du tibia et que le médecin il t'ausculte pas et qu'il met périostite, bah, en fait, quand tu ailles chez le kiné, déjà, va falloir faire pas mal de tests pour être sûr que c'est pas autre chose. Mmh.
et avant d'arriver, au dire que de traiter juste, enfin, le fascia ou peu importe, il y a quand même pas mal de choses, à vérifier, quoi. C'est toujours ça le problème. Ça peut être une cause neuro, peut avoir un problème d'un nerf qui te donne une douleur, sur le tibia, tu peux avoir une cause vasculaire, ça peut être, tu peux être une fracture de fatigue, tu peux avoir, tout un tas de choses comme ça à écarter et après de toute manière, en général, dès qu'on a une douleur, dès qu'on a une prise en charge, comme je disais, en général, peu importe le traitement, l'outil qui va être choisi, en général, il va y avoir, un bénéfice. Voilà. OK, ça marche. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse au niveau des fascias, ça a attiré ma curiosité. Tu fais aussi de la réhabilitation. Mmh. Est-ce que Ouais. tu pourrais un peu expliquer, ce qu'est un peu la différence entre réhabilitation, rééducation, voire, réathlétisation aussi, un peu les nuances qu'il y a entre ces différents termes? Bah, en fait, réhab, rééducation, on peut enfin, c'est vraiment dans la même chose. C'est juste que j'attribue, ce terme-là pour, vraiment, les personnes sportives, mais ça, c'est ma façon vraiment de classifier les choses. En général, ça reste, de la kinésithérapie, de la rééducation de manière générale. On a une personne qui vient avec une plainte et on essaye de traiter sa plainte, ensemble et voilà. C'est juste que, comme je disais, en ligne, j'appelle ça de la réhab, je suis vraiment qu'avec des sportifs, et notamment qui font de la musculation et au cabinet après c'est beaucoup plus, varié on va dire comme patientèle. Mais moi je fais pas vraiment de différence entre, enfin réhabilitation, rééducation, c'est c'est à peu près la C'est même chose, hein. c'est à peu près la même chose. OK. Est-ce que tu pourrais un peu parler on va plus se concentrer du coup sur la réhabilitation si on voilà, Ouais, si on pour veut les parler de sportifs. sportifs, ouais. Ouais, si on veut parler de sportifs, un peu quelles sont alors je pense que ça va dépendre des blessures, mais les différentes étapes d'une réhabilitation ou, comment tu gères? Comment tu commences? Comment tu finis aussi par exemple? Voilà, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu fonctionnes? Comme ça sans exemple, c'est très compliqué. Ouais, tu Heu peux prendre un exemple pour que ça soit un peu plus concret, ce sera pas plus mal, je pense. Bah, en fait, ça va déjà dépendre de toujours pareil, le patient, il vient, qu'est-ce qu'il a? Mmh. Ça va être différent si la personne, elle vient avec, une douleur, heu, qui, voilà, on va prendre un mal de dos, la personne qui vient avec un mal au dos, en fait, il y a pas eu d'élément, il y a pas de facteur de c'est pas grave. Il y a pas eu de facteur déclencheur, particulier. Il a un mal de dos non spécifique, on sait pas trop pourquoi il a mal. Il y a pas de structure en particulier qui fait mal et on va différencier quand même tout ce qui est trauma. Par exemple, si la personne, elle se fait une lésion musculaire ou, une, une rupture d'un ligament croisé, bon bah là effectivement on va peut-être plus, on va avoir des étapes et après c'est toujours pareil, des étapes qui vont, varier, tu vas en avoir qui vont récupérer, très vite. Alors dans les lésions musculaires, il y a quand même certains délais à récupérer parce qu'il y a des risques de récidive qui sont assez importants. Le ligament croisé, c'est pareil. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se faire opérer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pas se faire opérer? Pour, le mal de dos non spécifique, en fait, ça dépend tellement de ce que la personne elle a. Mmh, c'est si elle a un ouais, en fait, ça dépend si c'est spécifique ou, à partir du moment où c'est non spécifique, en fait, il y a pas vraiment, de règles. En fait, je pourrais pas dire de règles. Il faudrait vraiment que je prenne un patient, spécifique, qu'est-ce que j'ai fait avec lui OK. et voilà, mais ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça sera vraiment une personne que j'aurais prise comme ça et très, très difficile, Mais du coup, de répondre. si je peux, alors modifier un peu la question de manière, on va dire, très générale, est-ce que, par exemple, bon, tu accueilles ton patient, tu as communiqué avec lui, tout ça, tu sais enfin, comment faire maintenant dans la pratique. Est-ce que, par exemple, ça va se passer, je parle vraiment de manière générale. Par Mmh. exemple, tu vas faire des tests pour, éventuellement tester quelque chose, valider, je sais pas, tes hypothèses. Ensuite, tu auras ton travail sur plusieurs semaines et avant de lui dire: «OK, tu peux aller te réentraîner», on va refaire des tests pour voir si tout est OK. Ouais. Après je sais pas si tu as une réponse, hein, Ouais, ouais, non, mais après, on peut parler des tests,
En fait, quand on est kiné, il y a énormément de tests, qui existent. Il y a des Oui, tests j'imagine. pour orthopédiques pour l'épaule avec, beaucoup de tests où le but à chaque fois, c'est de déterminer la structure qui fait mal. On sait que pour les en fait, il y a une étude qui a été faite sur tous les tests, orthopédiques de la littérature. Au final, il y en a que 4 qui vont être utiles pour déterminer une structure, qui souffre. Mais après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça? Un mec qui vient, il a mal au genou, tu lui fais 50 tests pour savoir, est-ce que c'est, le ligament, on va dire interne qui fait mal? Est-ce que c'est, côté externe qui fait mal? Est-ce que c'est le ménisque? Est-ce que c'est, c'est autre chose? Au final, tu vas faire énormément de tests, tu auras une structure qui fait mal et à la fin, si c'est, un ligament qui fait mal, tu vas te faire bon, bah, tu vas faire de l'exercice. Puis tu vas, éduquer le patient par rapport à sa douleur. Mais en fait, si c'est une autre structure, tu vas exactement, faire la même chose. Après, ça va être les besoins spécifiques du patient. Si, tu as une blessure, après, on va c'est est-ce qu'on rentre dans la par exemple, si on, en général, les gens, ils aiment bien qu'on parle de bioméca, parce qu'on est dans la muscu, la biomécanique, ça plaît. Mais en gros, si, tu as un mec qui vient, il a mal au genou, effectivement, il a beaucoup de contraintes sur son genou, c'est un footballeur avec des changements de direction, des choses comme ça. Son genou, on sait qu'il va avoir besoin de tourner. Si quand tu testes son genou, ça tourne pas, bon, bah, là, tu vas peut-être te dire: «Je vais travailler pour ce patient-là, les rotations de son genou, sa capsule articulaire pour qu'effectivement il y ait plus de rotation, renforcer ses fins d'amplitude pour éviter les si c'est possible, de diminuer le risque de douleur, et de blessure» et voilà. Mais après, les tests des structures en général, ça c'est pas très utile et c'est ce qu'on t'apprend en fait en école de kiné, justement. On va tester ça pour être sûr que c'est ce tendon-là dans l'épaule qui fait mal. Ah, on va tester ça pour, être sûr que c'est ce tendon-là, qui fait mal et on entend même beaucoup encore en musculation, les gens: «Ah, si tu as mal en levant l'épaule ici, bah, c'est le supraépineux. Si tu as mal plutôt devant en levant ici, ah, c'est plutôt le long biceps». Alors qu'en fait tout ça, c'est complètement faux. C'est voilà, on peut au niveau de l'épaule, par exemple, les tests ne permettent pas d'identifier une structure qui fait mal. Ah bah, moi, on m'a fait ce test-là. C'était mon médecin généraliste. On m'a fait lever les trucs avec une tension pour que je force. On m'a dit: «Bon, bah, t'as telle tendinite, telle tendinite». Ouais, voilà. Et ça, c'est faux, du coup? Ouais, ça c'est bah, Enfin, en fait, c'est ça peut être une tendinite. La tendinite, ça répond quand même à certains, critères, cliniques, ouais. mais en fait, pour identifier vraiment la structure, on peut pas, hein. Sur une épaule, ça veut pas du tout dire qu'en abduction, c'est le supraépineux. Ça veut pas dire du tout qu'en rotation latérale, ça fait mal, que, c'est, la coiffe postérieure infraépineux, petit rond. En musculation, ça, c'est un des trucs que j'entends le plus souvent, c'est douleur à l'avant ici, long biceps, pareil, c'est le, c'est faux. On va rester sur ça. OK, C'est faux et en fait, une OK. douleur, c'est tellement complexe que juste isoler un paramètre et dire: «C'est pour ça que tu as mal», c'est un peu compliqué. En fait, il y a une décorrélation entre lésion tissulaire et douleur. On peut avoir, aucune lésion et de la douleur et l'inverse. Donc et ça, faut une fois qu'on comprend ça, déjà, on peut remettre pas mal de choses en question. Mmh mh. Ouais, mais en plus, on voit pas mal ça sur les réseaux sociaux et tu arrives aussi un peu à le comment dire? À le mettre en avant un peu les conneries, si je puis dire, qui sont mentionnées par certaines personnalités et ouais, toi, ça te fait quoi quand tu vois des ch alors des fois, c'est des absurdités, mais des fois, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand tu vois des choses fausses comme ça et Hem, comment tu réagis là? bah, en fait, ce qui est alors en général, les personnes, que je critique, on va dire, c'est des personnes qui sortent de leur domaine, en général. Je critique pas, en général, les kinés, ostéos, tout ça, bon, je critique pas de façon normalement, je crois que j'ai pas le droit de critiquer les kinés, même s'il y a en fait, il y a beaucoup de kinés qui font de la merde aussi, hein, ça, on va pas se le cacher, hein. Il y a voilà. En fait, moi, c'est on va dire que dans les personnes, connues, notamment dans le fitness, en France et qui parlent musculation, en fait, en général, ouais, quand ils parlent douleur et blessure, ils disent, énormément de bêtises et en fait, ce qui m'énerve, ce qui me dérange, c'est que, les gens qui vont écouter, ils vont prendre ça pour vrai et en fait, en gros, c'est toujours à chaque fois
ça va être des croyances de corps fragile. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent de la musculation et qui me consultent et ils m'ont dit: «Ah, j'ai regardé la vidéo d'un tel et il m'a dit vraiment qu'en fait, si j'ai mal là, c'est que c'est mon long biceps et tout, il faut que je travaille mon long biceps, aide-moi à travailler mon long biceps» ou des choses comme ça. Et en fait, ça me gonfle parce qu'en fait, j'ai 2 travails. J'ai mon travail de rééducation et je dois, en grosso modo, démonter, tous les mythes qu'on lui a mis, en tête, parce qu'il a regardé des, professionnels de la musculation qui lui ont expliqué sa douleur et voilà. Donc si les gens qui me suivent, j'arrive à leur, montrer, quelque chose de différent, je me dis peut-être ça pourra les aider. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message il y a pas longtemps, je crois que ça faisait longtemps qu'il me suivait, il m'avait jamais envoyé de message et il me disait: «Ouais, c'est grâce à tes vidéos sur les hernies discales que, je me suis remis à faire du sport alors malgré ma hernie et maintenant je continue de faire du sport». Alors qu'au début, quand j'ai eu ma hernie, j'avais complètement arrêté, j'étais au fond du trou et alors je crois pas qu'il ait été suivi par un kiné ou peu importe, il s'est juste remis progressivement au sport et déjà je me suis dit: «Bon, bah, voilà déjà une personne, à qui, j'ai pu, enfin que j'ai pu aider ou à changer cette vision-là, quoi». Mmh. Ouais, ouais. Et c'est bien que tu fasses ce genre de choses parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes dans le milieu de la muscu, du fitness, tout ça, qui sont assez influentes. Mmh, Et c'est vrai que quand on voit, bah, par exemple, des extraits que tu postes, des fois, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais moi, ça m'est arrivé sur une de tes vidéos, que je me dise, ah ouais, en fait, il dit vraiment, enfin, il a dit une connerie, quoi. Et comme il y a eu beaucoup, je sais pas, par exemple, beaucoup de vues sur sa vidéo à lui, bah, ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont croire ça et c'est dommage, ouais, quoi. ouais. Mais soit c'était sur les problèmes de cheville. C'est le truc que j'avais pris de ton podcast d'ailleurs. Il y avait celui-là, ouais, mais il y avait aussi un autre avec bah, l'épaule, le genou aussi, comme le Ah genou oui, le ouais, genou qui fait que la flexion de genou, oui, alors oui, qu'il fait aussi de la extension, ouais, ouais. rotation, tout ça. Ouais, ouais, oui, je me rappelle, ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, il y a des bah, après, en fait, bah, c'est, ouais, alors, notamment celui sur l'épaule qui dit qu'il y a pas de tissu, conjonctif dans l'épaule. Ça, en vrai, je sais pas si ça va c'est moi, ça me fait rire parce que pour le coup, c'est une bêtise, mais je sais pas, là, pense pas que ça amène des croyances de corps fragile chez les gens parce que c'est le tissu conjonctif déjà, ça peut-être ça parle pas forcément à tout le monde, ils se rendent pas compte de peut-être l'importance que ça a dans leur épaule ou quoi. Mais par contre, quand c'est sur vraiment des trucs, du style, le dos c'est fragile ou, les tendons c'est fragile ou tout ça, là ça me gêne un peu plus parce que les gens ils vont vraiment avoir cette croyance de, corps fragile, voilà. Et on a des et ça c'est chez ces personnes-là, mais même les professionnels de santé, je critique les 2 parce que, on a des études qui nous montrent que, les personnes qui ont des croyances que leur corps il est fragile, qu'il est abîmé et ces choses-là, chez 89 on a des études chez 89 de ces gens-là, cette idée de corps fragile, elle vient d'un professionnel de santé. Mmh. Voilà. Donc, on a aussi, un travail à faire chez les professionnels, de santé. Et donc si en plus, il y en a d'autres qui s'y mettent, bon bah là du coup, tout le monde va penser que son corps il est fragile, quoi. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que c'est des idées qu'on a un peu en tête, mais moi-même, bah, par exemple, un exemple, comme quoi, ouais, le dos c'est fragile, faut toujours garder le dos droit, tout ça. Et j'ai vu une vidéo passer alors je crois que c'était Minute Physio, je crois, sur Instagram, quelque chose comme ça que tu connais peut-être, et qui a fait une vidéo sur le dos, comme quoi il n'y avait pas vraiment de danger à se tenir un peu arrondi ou de porter des objets avec le dos rond, tout ça. Et c'est vrai que ça, on a souvent tendance à croire que ça va péter le dos, alors qu'en fait, bah, apparemment, pas vraiment, quoi. Ouais, bah, après oui, bah, de toute façon avec, tous les choses qu'on a entendues, c'est aussi il y a eu une extrapolation d'études qui ont été faites sur, bah, notamment il y avait eu les études sur des vertèbres de porcs morts, où on avait extrapolé, en gros on avait, mis, énormément de compression, on avait balancé des flexions-extensions, à fond, dans des fins d'amplitude pour vraiment essayer de les péter et après on a traduit ça, voilà chez l'homme. Alors effectivement, tu peux péter un disque si tu fous, des contraintes monumentales dessus, que tu fais de la fin d'amplitude, en tordant et en tous les sens. Après, dans la vie réelle, c'est rarement comme ça que ça se passe, quoi. Et toujours pareil, la douleur, c'est tellement, complexe que tu peux pas juste en fait, bah, il y a même une je faudrait que je te l'envoie peut-être, je sais pas si tu pourras la mettre mais en gros, voilà, quand, tu vois la douleur, tu as, au moins, 8 types de facteurs qui vont, être différents et qui vont rentrer dedans.
Et en fait, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs, psychologiques, il y a des facteurs indépendants de la personne. Hem et heu et par exemple pour la hernie discale, quand on regarde les études, a priori, le plus grand prédicteur d'hernie discale, ça reste quand même la génétique, largement au-dessus des contraintes, physiques. Donc ça, c'est une étude qui ont été faites où ils ont pris des jumeaux, en fait, donc qui ont la même, génétique, et en général, il y avait un qui avait un travail plutôt sédentaire et l'autre, un qui travaillait plutôt, manuellement, on va dire, avec des charges sur le dos et tout ça, et au final, quand on regarde les IRM, au fur et à mesure, bah, l'évolution, elle est plus ou moins la même. Alors que, en fait, je te montre l'IRM, tu pourrais pas dire: «Ah ouais, lui, il travaille, il a un travail physique et lui, il est assis sur une chaise de bureau», tu vois? Mmh. OK. Donc, la génétique, ça joue énormément sur le risque de, hernie discale. Mais après, on peut parler, est-ce qu'une hernie discale, ça fait mal? Et pareil, ça fait pas forcément mal. Il y a énormément de gens asymptomatiques qui ont des hernies discales. OK. Mais ça peut être un facteur de risque, de douleur. Voilà. Mais ouais, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Avant de passer sur des sujets un peu plus axés, blessures, tout ça, est-ce que là, comme on a parlé un peu de ce qui est dit, qui n'est pas forcément vrai, tout ça, est-ce qu'il y aurait quelques idées reçues là, je sais pas, une, deux, trois, comme tu veux, que tu voudrais un peu débunker, Mmh, quelque chose qu'on voit souvent et qui en fait, n'est pas forcément, vrai ou faux à l'inverse? ouais, je pense qu'il y a, effectivement en fait, les bons mouvements et les mauvais mouvements de musculation. Ça, on voit souvent, les exercices, dangereux et ceux qui le sont pas, quoi. Ça, c'est toujours pareil, il y a un contexte et un exercice en soi, il est pas dangereux, c'est pourquoi tu le fais, quels sont tes objectifs, quel est voilà, et en général, on aime bien dire, souvent c'est, le tirage menton ou, le tirage nuque. On dit que ça va te flinguer, les épaules, que tu vas, découper, ton tendon, en faisant ça. Bah, en vrai, non. Voilà, Après, il y a des choses qui vont rentrer en compte, et si, par exemple, sur le tirage menton, tu as, une, rotation, médiale d'épaule qui est, éclatée, et tu peux pas aller très loin et que tu fous 40 kilos et que ça va te forcer à aller dans une amplitude que tu as pas, où tu as aucun contrôle, tu as pas de force, ouais, là, tu peux avoir mal à un moment donné. Mais c'est pas l'exercice en soi qui est mauvais, c'est juste que tu pas un prérequis articulaire, suffisant. Donc Mmh. soit tu travailles ta rotation, médiale si tu as vraiment envie de faire cet exercice, soit tu le charges progressivement. Voilà, c'est ça, et je pense qu'en fait, le tirage menton, ça pose beaucoup de problèmes parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir des limitations d'amplitude, mais en fait, ils sont assez forts pour mettre lourd sur la barre, et c'est plus ça qui pose, un problème, et que dans l'apparition d'une douleur, tu vas avoir l'augmentation du volume d'entraînement ou des charges qui vont être trop fortes. Toujours pareil, tu auras des facteurs comme le sommeil. Si tu as un sommeil pourri, tu as plus de risques d'avoir des douleurs. Donc bon et mauvais exercice. Arrêter de chercher la structure qui fait mal, hors traumatisme. Effectivement, tu t'es une rupture du ligament croisé, bon, bah, c'est une rupture du ligament croisé, mais si tu as une douleur d'épaule, qui s'installe, voilà, c'est pas parce que tu as mal à l'avant de l'épaule que, c'est ton tendon du long biceps, quoi, et ça veut pas dire qu'en plus tu peux savoir quelle structure, fait mal. Et faut pas avoir peur aussi des fins d'amplitude. Ouais, comme, la flexion lombaire, en fin d'amplitude, dans la journée, de toute manière, on en fait, et on a des études sur le sujet, alors je sais plus, je crois que c'est par jour, on en fait une cinquantaine de mouvements max en fin de flexion. Travailler sa cheville, en inversion totale, c'est pas mauvais non plus. Aller chercher de l'extension, d'épaule, c'est pas mauvais non plus. C'est juste qu'il faut travailler ses fins d'amplitude pour éviter d'avoir mal parce qu'on n'a pas ces fins d'amplitude-là, quoi. OK. OK, bah, c'est bien. Comme ça, s'il y a Mmh. certaines personnes qui avaient des idées en tête, des idées reçues, bah, ça les a un peu, ça fait réfléchir, quoi, et ça fait un peu, éventuellement étudier sur ces sujets pour ceux qui veulent creuser. Mmh. Je voulais aborder un peu la différence entre blessure aiguë et blessure chronique. Est-ce que tu pourrais un Mmh. peu expliquer la différence entre ces 2 types de blessures?
Ouais, alors en général, en fait, quand c'est chronique, c'est que c'est une douleur, qui persiste depuis plus de 3 mois. En fait, c'est des délais quoi. Aigu, c'est quand, ça fait moins de 3 mois, grosso modo, quelques semaines et dès que tu dépasses les 3 mois, on va dire que, ta douleur, elle est chronique. C'est juste, une question de temporalité. Mais après, c'est toujours pareil, par exemple, le mot chronique, quand on l'utilise avec les patients, faut faire attention. Parce qu'on a des études où quand on demande aux patients pour eux ce que ça veut dire, il y en a, ils pensent que ça veut dire ils vont avoir mal toute leur vie, que, c'est pas possible de soigner ce qu'ils ont et qui ont un a priori en fait, très, très négatif sur le truc. Mais en fait, c'est juste c'est une notion de temps sur la douleur en fait. OK. Et pour, traiter ces blessures, est-ce il y a des différences de traitement entre, j'ai une blessure aiguë, j'ai une blessure chronique, il y a des choses différentes à faire? Ou des Bah, choses à faire sur un impérativement dans un cas peut-être? mmh Bah, ça dépend dans quel contexte apparaît la douleur aiguë. Si en fait c'est quelqu'un c'est toujours pareil, s'il y a un traumatisme ou quelque chose, bon bah là, faut aller explorer ça. Si c'est une douleur qui s'installe et que ça fait, quoi 4-5 jours que tu as mal au dos, bon bah, de toute façon déjà il y a forte chance que ça passe tout seul et si ça va pas, bon bah tu vas voir, ton kiné et tu vas, traiter, ça en fonction, de ce qu'il va estimer qui sera le mieux pour toi en fonction toujours pareil de tes attentes et après tu vas avoir, dans les chroniques en général, c'est là aussi où il faut aller peut-être voir les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, parce qu'en fait, ils sont très importants dans l'installation de la douleur chronique. Heu et c'est toujours pareil, il faut, et c'est ça qu'il faut aller voir parce que en général, comment ça se passe aussi au cabinet, c'est que les gens, ils viennent, ils ont mal, au dos et en fait, quand tu leur demandes ce qu'ils ont, la première chose qu'ils te donnent, c'est: «Tenez mon IRM, voilà, j'ai de l'arthrose, c'est pour ça que j'ai mal au dos». Et si le médecin il a dit, «Bon l'arthrose ça se soigne pas, on peut rien faire pour vous», bah, en fait, déjà tu vas potentiellement rendre cette personne chronique. Donc il y a toujours pareil, il y a pas que des facteurs biomécaniques, il y a aussi tous les facteurs, psychosociaux qui sont, derrière quoi. Et dans la douleur chronique, ils sont peut-être plus importants que, les facteurs biomécaniques. Mais il peut y avoir aussi, des facteurs, biomécaniques, hein. S'il y a vraiment un problème d'un disque qui est vraiment, très sensible, dans le dos, avec une flexion qui, redéclenche à chaque fois, de l'inflammation ou des choses comme ça, bon, bah, peut-être que là, pendant un temps, effectivement, il va falloir, dire à la personne de, faire attention. Parce que c'est pas parce que la flexion lombaire, on disait que c'est pas dangereux que il y a pas des contextes où il faut, par exemple, l'éviter temporairement. OK, C'est faut pas passer d'un extrême à l'autre, quoi. il y a pas il y a pas des traitements ça en fait, ça dépend des blessures. Tu as pas un traitement pour les blessures aiguës, pour les blessures chroniques. Ça, comme tu as dit, c'est contexte dépendant, en fait. Ouais, et en fait, c'est vrai que la plupart des patients quand ils viennent, au cabinet ou même me consulter, en fait, en général, c'est que ça fait longtemps qu'ils ont mal. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui vient te voir parce que ça fait une semaine qu'il a mal au dos. En général, il vient, ça fait longtemps, il a fait des examens, il sait pas ce qu'il a, le médecin il sait pas trop non plus, il a été voir sur internet, potentiellement on lui a dit, des bêtises et en fait, voilà, en gros, en général, je croise, souvent des gens que ça fait longtemps qu'ils ont mal, quoi, hein. Donc si tu peux vu que ça fait plus de 3 mois, tu peux les caser dans chronique, quoi. Mmh, OK. Et les tendinopathies, c'est forcément ou les tou alors, ouais, tendinite, tendinopathie, c'est en général, c'est plus des blessures chroniques, ce genre de pathologie? Bah, alors, tu peux avoir même une douleur aiguë, hein, si tu sollicites vraiment trop ton articulation et ton tendon, vraiment d'une manière exagérée, tu peux avoir une douleur aiguë, hein, sur une tendinopathie. Après, il y a différents, stades dans la tendinopathie ou, en fonction de l'atteinte. Mais après, c'est pour la tendinopathie, il y a c'est hyper intéressant à comprendre physiologiquement ce qui se passe, au niveau du remaniement du tendon, et parfois de sa dégénérescence. Mais pareil, le traitement là, pour le coup, en général, ça va être de la remise en charge, progressive. De toute manière, tu remets en charge progressivement. Mais en fait, c'est clairement ce qu'on fait dans toutes les pathologies quasiment, hein. Toujours, tu remets en charge progressivement, le la zone où il y a de la douleur. Il y a des cas où, stimuler la zone douloureuse, ça peut être, mauvais, heu
dans certains cas, et donc du coup, tu vas stimuler ailleurs pour essayer d'enclencher certains mécanismes qui vont diminuer la douleur là où le patient il a mal. Mais en général, tu commences par recharger doucement la zone qui fait mal. OK, donc ça, c'est pas que pour les tendinopathies, c'est pour aussi les autres pathologies. Voilà, de manière Heu, générale. Ah, mais ça me fait penser d'ailleurs que, je pense qu'en musculation, on utilise beaucoup trop le mot, tendinopathie. Dès qu'on a une douleur, sur le coude ici, une douleur à l'épaule, une douleur au genou, très vite le mot tendinopathie ressort. Je suis pas sûr que ce soit toujours, des tendinopathies. Je ça pense que des pourrait fois on s'apparenter à quoi d'autre? je pense qu'on peut avoir en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une douleur sans lésion tissulaire, donc il y a peut-être pas forcément un tissu, qui fait mal. Ça, on peut avoir trop chargé, on peut avoir augmenté le volume trop rapidement, chargé trop rapidement. Effectivement, il peut y avoir des facteurs, biomécaniques, qui vont rentrer en compte. J'ai fait des vidéos sur le coude il y a pas longtemps. Si, tu as, au niveau articulaire, un mauvais état de ta capsule et des choses comme ça, bon bah, peut-être qu'effectivement ça peut engendrer des douleurs, et peut-être que venir travailler cette capsule articulaire, ça va, diminuer les douleurs. Mais c'est c'est ni une tendinopathie, tu auras pas forcément d'imagerie positive sur ce genre de choses. Donc, ouais, il y a plein de cas où, la douleur, elle est là sans lésion. Et en fait, c'est pareil, c'est qu'en fait, vu que tu as des changements qui sont, dus au vieillissement naturel, par exemple, forcément, quand tu vieillis, tu vas développer de l'arthrose au niveau des genoux. Si un jour tu as une douleur au genou et que tu passes une radio, on va dire: «Ah, il y a de l'arthrose, donc tu as mal au genou». En fait, ça se trouve, l'arthrose, tu l'avais déjà depuis 5 ans, tu vois? Tu sais pas, Mmh. elle est pas apparue dans la nuit. Donc, faut toujours tout décorer, on peut enfin toujours, voir si, l'imagerie, elle correspond vraiment à la clinique, du patient. C'est inévitable, d'avoir de l'arthrose, à partir d'un certain âge, pardon? On en aura Ouais, forcément? bah, j'avais fait des posts justement sur, les imageries et tout ça, et je crois que c'est, ouais, passé 40 ans, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à avoir, plus d'arthrose. Mais en fait, on retrouve ça partout, hein. Dans l'épaule, par exemple, l'articulation, acromio-claviculaire, donc c'est entre, la clavicule et l'acromion juste ici. C'est une articulation, chez quasiment tout le monde, il y a, à un moment donné, des signes dégénératifs. Mais chez énormément de personnes, ça ne fait pas mal. L'arthrose au niveau du genou, c'est pareil. Au niveau de la hanche, on va retrouver de l'arthrose, des atteintes du labrum, pareil, qui vont être, asymptomatiques. Au niveau du dos, arthrose, hernie enfin problème de disque, hem, ça va augmenter, avec l'âge, mais tu auras toujours, mais tu en retrouveras énormément chez des gens qui n'ont pas mal. Et même chez les sportifs, hein, quand tu prends un sportif qui a pas mal, si, tu prends un nageur, tu regardes ses épaules, tu vas te dire: «Ah ouais, non, mais il doit avoir super mal à l'épaule lui». Mais en fait, non, il est asymptomatique alors que, tu as des lésions, tissulaires un peu partout. Donc arthrose, tout ça, c'est pas synonyme de douleur. Mais du coup, ça voudrait Ah dire oui, que certains professionnels de santé pourraient, dire que, bah, par exemple, un patient qui a de l'arthrose au genou, on lui dit: «Bah, tu as mal au genou à cause de l'arthrose», alors que, comme tu as dit, ça se trouve, il a de l'arthrose depuis longtemps et donc ça se trouve, il passe à côté du réel problème, du genou exactement. et ça pose souci. Ça Ouais, pose problème. bah, ouais, mais après, c'est pour ça qu'il faut bien, en fait, on a de comprendre les douleurs. Et en fait, je pense que en fait, dans la dom surtout dans le domaine, enfin, je veux dire surtout, je connais beaucoup, enfin, je vois beaucoup le domaine de la musculation. On est les gens qui pratiquent, ils sont très intéressés par l'anatomie, la biomécanique, comment ça se passe dans le corps et tout. En général, c'est des personnes qui sont quand même très intéressées, qui font attention, à eux, qui veulent comprendre le corps et tout ça. Et en fait, ils ont une très bonne approche biomécanique de leur corps, mais par contre, en fait, ils comprennent pas les douleurs. Ils font, un lien, direct entre les 2 alors qu'il y en a pas. Et c'est vraiment, ça qu'il faut comprendre. Et pareil, les professionnels de santé, le font aussi. Hein, moi, des patients, qui me disent, «J'ai mal au cou, mon médecin il m'a touché, il m'a dit, que j'étais tendu et que c'est pour ça que j'avais mal». Bah, ça, c pareil, ça, scientifiquement, ça, c'est faux de dire ça comme ça. Et le patient, lui, du coup, il va se dire: «Ah, faut qu'on détende mon muscle». Tu vois? Et c'est des professionnels de santé qui disent des choses, comme ça. Mmh et mais ils devraient c'est parce que ça, du coup, ça vient de leur formation. Ça veut dire que les formations, bon, je crache pas sur les formations
de santé ou quoi, mais parce que voilà, c'est pas non plus mon domaine, mais ça veut dire que dans les formations, ils abordent peut-être la douleur, je vais pas dire de la mauvaise manière, mais enfin, s'il y a des choses comme ça qui sont dites alors que c'est pas forcément vrai, c'est qu'il y a peut-être Ouais. un problème quelque part. Ouais, Ou en alors, fait, faudrait faire ouais, évoluer peut-être, je sais pas. ouais, je pense alors après je pense que les vieux professionnels, c'est pire que les jeunes. Je pense que les jeunes, ils sont de mieux en mieux formés Mmh. et j'avais vu des études, alors mais elles étaient pas faites en France, et en fait, ils avaient regardé un petit peu, les connaissances, des gens et effectivement, par exemple, les médecins, ils étaient très, très peu, connaisseurs du sujet de la douleur et les meilleurs, je crois, c'était, les infirmiers et les kinés. Mais pareil, ça veut pas dire que c'était meilleur, qu'ils avaient vraiment toutes les connaissances, actuelles sur la douleur. Voilà et je pense qu'effectivement, il faudrait mettre, beaucoup plus, de cours sur la douleur et son fonctionnement, dans toutes les professions de santé pour qu'on sorte de certains dogmes qui, nous font perdre du temps, quoi. Ouais, c'est ça et peut-être, ouais, parler vraiment du fait que la douleur, c'est multifactoriel et que c'est de pas faire des liens directs, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, quoi. Exactement, je pense que voilà, tu as vraiment bien compris la situation. Je voulais rapidement revenir un peu sur, les tendinopathies, pardon, dont on parlait tout à l'heure. Tu disais que pour y remédier, il fallait progressivement, réaugmenter la charge sur, la zone qui est, atteinte. Est-ce que Ouais. tu aurais d'autres conseils à donner pour, soigner ou pour, revenir à un état, plus sain du tendon? Alors, en gros, si on doit suivre les étapes, alors déjà, la première chose que je dirais, c'est, soyez sûr d'avoir une tendinopathie. Parce que comme j'ai dit, parce que moi, c'est pareil, je reçois pas mal de gens qui me disent: «J'ai ça, nin nin», mais en fait, comment tu sais que tu as ça? Et là, bah, c'est soit j'ai vu sur internet ou, ça se voit à l'imagerie ou quoi, mais si personne t'a ausculté sérieusement, en fait, moi c'est même le diagnostic à la base, il peut être faux. Mais en gros, le Et tendon, comment on peut être sûr du coup? Excuse-moi, je te ah coupe, faut mais pas de comment on souci. peut être Bah, sûr? faut faire un examen complet et toujours pareil, au début, exclure, les causes graves. Voilà, parce qu'en fait, tu peux avoir, par exemple, une douleur, au coude ici. En général, les gens ils vont se dire: «Ah, j'ai une tendinopathie». Tu peux avoir, par exemple, un problème, au niveau du système nerveux, cervical qui peut donner des douleurs, dans tout le bras, mais qui peut donner des douleurs uniquement, au niveau du coude et ça sera plus un problème de nerf, c'est pas un problème de tendinopathie. Tu peux avoir un problème, entre guillemets, dans les trucs graves, on va dire enfin, c'est pas forcément grave, hein, que ça soit le système nerveux, mais ça peut juste se traiter comme une tendinopathie. Tu peux avoir des problèmes vasculaires, donc tu peux des espèces de syndrome d'éloge, en fait, donc en gros, la pression qui va augmenter et ça va engendrer des symptômes. Ça, en général, par exemple, au niveau du membre inférieur, on en retrouve, au niveau des loges de la jambe et c'est souvent confondu avec des périostites. Ça, par exemple, donc il faut différencier les 2. Et après tout un tas après ça peut être, s'il y a eu un trauma, fracture, luxation, donc éliminer les choses, graves et après voir, si c'est vraiment une tendinopathie. Si c'est vraiment, une tendinopathie, tu peux avoir, les protocoles où d'abord tu vas faire, de l'isométrique parce que ça en gros, tu vas lever l'inhibition, musculaire, donc ton muscle, il va mieux s'activer. Tu vas, diminuer la douleur, notamment, en fait, tu vas dégager l'eau du tendon qui peut, augmenter les forces compressives dedans et ça, c'est pas très bon. Donc, en général, tu commences avec de l'isométrie. Après, dans la littérature, ce que tu peux faire, c'est aussi, les protocoles soit en excentrique ou ce qu'ils appellent en HSR où en gros, tu vas mettre le plus lourd possible en faisant du travail, lent, parce que c'est ce qui sollicite, le moins, le tendon et après faire du travail, où tu emmagasines de l'énergie et après diriger, vers, de la pliométrie et retour à l'activité sportive, quoi. Sachant qu'en général, un sportif, il arrête jamais vraiment complètement son activité. C'est plutôt tu manages, en fonction, des symptômes, mais voilà. OK, ouais, ouais, donc ça, c'est les différentes étapes qu'on pourrait suivre, Ouais, mais pour faire j'ai grosso modo, c'est comme ça en général ouais, 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 qu'on ouais, fait les c'est choses. des outils, quoi. Ouais. Juste quand pour être sûr qu'on a une tendinopathie,
J'ai pas bien compris je sais pas s'il y a des tests ou des choses vraiment à faire pour s'assurer. Après, si on peut s'assurer à 100% que Ouais, c'est une alors en fait, tendinopathie. il va toujours y avoir le contexte d'apparition, donc il faut que ça réponde à quelque chose. Tu vois, si, tu si tu as augmenté ton activité sportive sur, une certaine partie de ton corps ou sur, un mouvement ou quoi qui a sollicité ton coude et que tu as une grosse augmentation de ton volume ou de ta charge, voilà, il faut qu'il y ait le contexte clinique qui aille avec. Après, pendant l'examen clinique, en général, on dit qu'il faut que, l'étirement, du tendon, enfin l'étirement du muscle où il y a le tendon, la contraction et la palpation, ça soit douloureux. Là, pareil, ça sera jamais, suffisant parce que, bon, ça peut tu peux avoir d'autres choses qui peuvent faire ça et après tu peux avoir aussi la réaction à l'exercice. Un tendon, ça fait, en fait, au début, quand tu commences l'activité, ça fait mal et plus tu vas avancer dans la séance, au bout d'un moment, tu sentiras plus rien et après, par contre, après la séance ou le lendemain, tu vas avoir mal. Ça, par exemple, ça Mhm. peut au niveau du genou, voilà, une tendinopathie, ça va plutôt avoir ça, alors que ce qu'on appelle les syndromes fémoro-patellaires ou les choses comme ça, tu vas avoir une douleur qui va augmenter tout au long de ta séance, par exemple. Alors que la tendinopathie, elle va plutôt, diminuer. Donc ça permet de différencier. Donc c'est le contexte d'apparition, l'examen clinique qui exclut, les autres choses et qui te font penser à ça et comment la tendinopathie, elle réagit, à l'exercice et comment la douleur, elle évolue pendant l'exercice. Ok. Ok, ouais, donc il y a vraiment plusieurs choses à suivre et ce qui donne finalement plusieurs indicateurs. Et Mmh. avec ces différents indicateurs, on peut se rapprocher du fait qu'on ait vraiment une tendinopathie. Ouais Mais et tu vois, ça, attends, pardon, je t'ai coupé. non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que ça change vraiment. Mais je pense que je suis pas le seul. On va chez un médecin généraliste où on fait un test et on nous dit t'as une tendinite, quoi. Donc, Mmh. non, mais c'est vrai. Non, mais du coup, ça change et je trouve que c'est intéressant que tu le mentionnes de cette manière, quoi. Ouais, non, mais c'est très important. Après, il y a une chose, je pense, qui est aussi intéressante dans la douleur et qu'il faut comprendre. Je pense que j'aurais pu le mettre dans les idées reçues tout à l'heure, parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. En fait, souvent aussi, je pense que tu as déjà entendu ou même ou si tu as déjà vécu, c'est par exemple, je sais pas, tu te fais mal, je sais pas, au genou droit, par exemple, tu sais, mal au genou droit Mhm. et quelques jours, tu sais, tu fais ta vie, tu fais tes entraînements, tout ça et à un moment donné, tu sais, tu as mal de l'autre côté, au genou gauche, tu vois? Moi, j'ai plein de patients qui sont comme ça, genre: «Ah, j'avais mal à l'épaule à gauche et depuis, j'ai mal à l'épaule à droite». J'ai compensé. En fait, j'avais mal à gauche, donc j'ai moins utilisé mon bras gauche, j'ai plus utilisé mon bras droit et maintenant, bah, je commence, à, à avoir mal à droite et ça, en général, on l'explique par, la compensation. Genre, on change, on va plus solliciter ou on va changer sa façon, de marcher ou des choses comme ça et par exemple ça, alors ça pourrait être une cause, mais dans la littérature scientifique, on a d'autres explications et en fait, une douleur d'un côté peut, générer une douleur de l'autre côté, sans implication, mécanique, juste par, des phénomènes chimiques, en fait, au niveau des nerfs. Parce que tous les nerfs, ils se rejoignent quasiment au même endroit. Ils sont tous, une fois que c'est dans la moelle, c'est tous, très proches et donc du coup, ça peut donner des douleurs qui s'étendent, heu, soit du côté où on a mal, mais ça peut aussi donner des douleurs croisées et en général, tu traites la douleur, à l'origine et ça traite, l'autre côté. Voilà. Ah ouais, mais ouais, juste Ouais, ouais, par comme tu as le dit, en par fait, des ouais, c'est ce qu'on a procédés physiologiques, quoi. ouais, c'est ça, qui implique les nerfs, en général, ça s'appelle l'hyperalgésie tertiaire. Voilà, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, au niveau des gens qui ont, après syndrome de canal carpien, où, ça commence d'un côté et puis au bout d'un moment, ils développent des symptômes de l'autre, ils se font opérer d'un côté et ça soigne l'autre Ok. et c'est pas parce qu'il a compensé ou quoi qu'il a eu mal, c'est juste, une inflammation du système nerveux et en fait, l'inflammation, elle circule le long des nerfs, ça rejoint la moelle. La moelle, il y a plein de structures, tous les nerfs, ils sont très proches les uns des autres, les neurones et tout et donc du coup, ça peut, voilà, ça peut, voyager comme ça. Ouais, c'est super intéressant. Mais c'est vraiment marrant comment le corps humain, c'est vraiment une machine. C'est hyper complexe, hein. Ouais. C'est un truc de fou. Bah, surtout sur la Euh, douleur. euh, ouais, surtout sur la douleur. Euh, Dernier petit thème que j'aimerais aborder, c'est la prévention de blessures. Mmh. En prévention de blessures, alors je ne sais pas ce que les gens entendent, mais bon, il y a différentes choses qu'on peut faire pour prévenir les blessures, vraiment avant qu'un sportif soit blessé.
C'est quoi un peu ta philosophie là-dessus, les choses que selon toi, ça fonctionne pas, voilà. Heu, déjà, il y a une chose qui fonctionne a priori bien et on a de la littérature dessus, c'est le sommeil. On sait que les athlètes qui dorment moins, ils ont plus, alors après c'est toujours pareil, blessure, qu'est-ce qu'on met dans une blessure? C'est ça le truc. Est-ce qu'une douleur sans lésion tissulaire, c'est une blessure? Est-ce qu'une lés faut que ce soit une lésion sans douleur, est-ce que c'est une blessure? En général, on va pour là, pour le on peut dire que ce qui va limiter l'athlète dans sa pratique, on va dire que c'est une blessure, voilà. Donc c'est pas forcément une lésion, tissulaire, on va dire plutôt une douleur qui le gêne dans sa pratique, sans forcément d'atteinte, d'un tissu. Ouais, ouais, on peut Hem, prendre dans le sens, ouais, je dis global, quoi. Ouais, ouais. ouais, on sait que, dormir, c'est vraiment, hyper important et que les athlètes qui dorment moins, ils ont plus de risques justement d'avoir des douleurs ou des choses comme ça. Après, il faut, préparer bien les tissus aux contraintes qu'ils vont recevoir dans, le sport. Donc, par exemple, en musculation, tu peux quand même relativement bien, entraîner, en fait, tu peux en général, tu fais une surcharge progressive, donc à partir du moment où tu vas pas trop vite et que tu as une bonne récup et tout ça, normalement, tu as quand même moins de risques de te blesser et on voit de toute façon que la musculation, comparé à d'autres sports comme, le foot et le rugby, tu te blesses beaucoup moins. Heu, dans le foot et les choses comme ça, tu vas avoir des mouvements qui vont être, imprévisibles parce que ça dépend aussi de ce que va faire l'adversaire et Mmh. ou des changements de direction, des choses imprévues ou tout ça et en fait, après, c'est toujours pareil, c'est préparer les tissus. Je vais parler de la cheville parce que j'avais fait un post il y a pas longtemps sur ça, mais en gros, tu vas avoir les entorses de la cheville qui vont, en gros, qui vont toucher les ligaments en général de la partie, latérale de la cheville. Tu peux, essayer d'entraîner spécifiquement ta cheville dans ses fins d'amplitude, de manière à renforcer les tissus pour que le jour où ça arrive, soit, si tu l'avais pas fait, tu te serais fait mal, tu te serais blessé, il y aurait une lésion et là, du coup, là, ça arrive pas ou alors, le ça, si tu t'étais pas entraîné, tu t'es quand même fait mal, mais tu t'es fait moins mal que, si tu t'étais pas entraîné sur ces tissus-là. Donc en gros, c'est voir les contraintes que tes tissus vont recevoir et les adapter en fonction. Donc ça peut être, l'inversion de cheville pour, les entorses, ça peut être sur le genou justement de revenir travailler les rotations, hein. Le ligament croisé antérieur en général, il y a toujours un peu de rotation au niveau du genou qui fait que, il rompt et la rotation du genou, c'est ce qu'on n'entraîne jamais. Déjà en musculation, on l'entraîne pas parce que c'est vrai qu'il y a pas d'hypertrophie à faire sur ce type de mouvement-là, mais dans les sports qui impliquent les changements de direction, il faut entraîner son genou, en rotation, voilà et être capable de, créer d'avoir de la force, dans, les fins d'amplitude. Donc c'est Et donc vraiment vas-y, vas-y. et donc ça passe par principalement du renfort musculaire? Ou est-ce que Alors renfort proprio, plio aussi? tu peux, pour la plio, ça va surtout solliciter, ouais, le système, pour le coup encore tissu conjonctif, tendons et tout ça. Après pour, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu as des signaux qui vont plutôt toucher, le tissu conjonctif et tu as des signaux qui vont plutôt toucher, le muscle. Donc en gros, le travail de renforcement musculaire, c'est bien, mais tu peux aussi spécifiquement charger ton tissu conjonctif pour essayer de faire en sorte que ce soit plutôt lui qui s'adapte et pas forcément le muscle. Parce qu'un ligament, pour le coup, ça va se renforcer, mais tu auras beau avoir les meilleurs muscles autour de ta cheville, si, le ligament il est hyper fragile, finalement il va quand même, il y aura toujours un risque qu'il se rompe. Et du coup, quel type de méthode on pourrait utiliser pour, du coup, renforcer plus le ligament plutôt que le Que le muscle? muscle. Enfin, ou les muscles autour, quoi. Ouais, tu peux, en gros, le tissu conjonctif, il va répondre à certaines mises en contrainte particulières. Donc tu peux faire, de l'isométrique en fin d'amplitude. Donc en fait, en gros, il faut que le tissu il soit en tension, hein. C'est toujours en fait, en gros, dans les tissus conjonctifs, tu as des fibroblastes et en gros, eux, ils répondent à une contrainte. Donc en gros, si tu mets de la compression dessus, il va, pour schématiser, il va faire du cartilage, par exemple. Le cartilage, c'est un tissu qui répond très bien à la compression. Quand tu en as sur les articulations, au niveau des genoux et tout ça, il y a de la compression, le fibroblast, il fait du cartilage.
Pour avoir du collagène, il faut mettre de la traction. Donc il faut que tu mettes de la tension dedans, de la traction. Donc en gros, ce qui répond bien au niveau du tissu conjonctif, c'est par exemple l'isométrie en fin d'amplitude. Donc tu positionnes ta cheville en en inversion complète et tu viens, faire de l'isométrie. Tu as ce qu'on appelle, l'excentrique quasi isométrique, où en gros tu pars, de la position, par exemple, si tu veux entraîner, le tissu conjonctif, du poignet ici, tu pars de cette position-là. Il faut que tu aies une charge contre laquelle tu vas lutter le plus fort possible et qui va t'amener au fur et à mesure vers la fin d'amplitude. Le tissu conjonctif en fait, il s'entraîne en longueur, donc en course externe, donc quand le tissu ils sont étirés, ou vers l'étirement. Voilà, c'est à ça qui répond le mieux. Et en gros, les sollicitations isométriques, c'est les premières que tu peux faire. Et après, tu peux faire des contractions qui vont être plus rapides. Tu peux faire de l'excentrique après, et tu peux faire de l'excentrique en survitesse. Donc, dans ce cas, il faut rajouter des élastiques ou des choses comme ça. Voilà, c'était tous ces types de contraintes, de signaux que tu vas envoyer ça va plutôt viser l'adaptation, du tissu conjonctif, plus que le tissu musculaire. Ok, et du coup, pourquoi c'est plus intéressant l'isométrie en Pour fin de... commencer, ouais, c'est pour commencer. Là, j'ai fait une gradation. On va dire, isométrie en fin d'amplitude, tu as pas de Ouais, mouvement. Après excentrique, quasi isométrique, en fait, c'est que tu as un mouvement, mais qui est très lent. ok, Excentrique, tu as un mouvement et qui est, un peu plus rapide, et l'excentrique en survitesse, pareil toujours, c'est un étirement pour le coup qui est beaucoup plus rapide. Donc si on doit commencer, je préfère dire isométrie en fin d'amplitude, comme ça, les gens ils commencent avec la variante la plus simple, quoi. Si tu as jamais entraîné ok. ton tissu conjonctif, faut pas faire de l'excentrique en survitesse. Pour le coup, ça peut te faire mal si tu pas entraîné. Et du coup, fin d'amplitude, quand le muscle il est quasiment complètement étiré, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais après là, faut vraiment avoir une vision, ton muscle, il va être, étiré, mais il faut vraiment avoir, une vision, d'entraînement du tissu conjonctif, hein. C'est les muscles qui vont faire le mouvement, mais en fait, la contrainte, elle va être absorbée par le tissu conjonctif. Ok. Et quel type de charge on met? Faut pas mettre des charges trop élevées, faut mettre... Alors, en fait, quand tu fais de l'isométrique, si par exemple si par exemple tu veux, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler, ton poignet ici, si tu mets, tu prends, je sais pas, tu mets dans un rack à squat, tu mets une barre, tu la charges très lourd, comme ça tu sais que tu pourras pas la bouger. Tu peux faire des contractions isométriques, les plus fortes possibles. Intensité maximum, la barre elle bougera pas, tu seras en position, étirée et tu peux forcer au maximum. En général, sur l'isométrie en forçant au maximum, il y a pas de risque, il y a pas vraiment de risque de blessure pour le coup, et c'est un bon moyen de commencer. Ah ouais, mais oui, ça j'en avais discuté avec Samuel Breton, que j'ai reçu aussi sur le podcast. Donc c'était hors podcast, mais il m'a expliqué aussi ouais, qu'on peut faire de l'isométrie max avec une charge ou avec une contrainte qu'on ne peut pas bouger. Et du coup, Ouais, inconsciemment, le corps humain, bon, nous, on va faire notre travail dessus, mais alors je sais pas si c'est inconsciemment, mais on va pas aller au-delà de ce qui va nous péter un truc, ou je sais pas quoi. Du coup, il y a très peu de ouais, tu risques. pas de mouvement, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, et ouais, du coup, ouais, isométrie, Ex excentrique, super ca lent. Ouais, excentrique quasi isométrique. En fait, en gros, là, faut que tu aies une charge, et en gros, le but, c'est de la retenir vraiment le plus longtemps possible. Et en fait, c'est de l'isométrie sur, toute l'amplitude, en fait. Faut pas qu'il y ait un mouvement rapide. Faut que tu puisses tenir quand même relativement longtemps, la charge. Ok. Après, Après c'est excentrique excentrique, ouais, classique, en classique. général, ça, on connaît bien. Et après excentrique en survitesse, donc par exemple, là, il faudrait que je mette, un élastique, et que l'élastique, il me tire fort, pour ouvrir mon coude, pour que je fasse une extension et essayer de retenir la charge, quoi. Tu peux le faire par exemple ou avec des tractions. Par exemple, tu fais des tractions, mais tu as un élastique qui te tracte vers le bas, et au moment où tu te lâches, et tu dois retenir juste la fin d'amplitude. Donc là, tu vas être en survitesse. L'élastique, il va augmenter la vitesse de chute, quoi. Et donc là, on est aussi axé du coup sur du tissu Conjonctif. conjonctif, quoi. Ouais.
OK. Puis après, on a Et vu, puis quand on n'a pas vraiment des ligaments de la cheville, après, il faut voir les trames de tissu conjonctif, de manière générale, hein. Donc, tu veux renforcer le tissu conjonctif, au niveau, enfin, de cette partie-là, on va même pas parler d'un muscle ou quoi, de le tissu conjonctif ici, bon, bah, voilà, tu vas faire des exercices qui vont te mener vers, l'extension, de coude. Ouais, et là, tu vas renforcer tout le tissu conjonctif que tu vas avoir au niveau, de la face antérieure du bras. ouais, et du coup, pour les tractions dont tu parlais, on peut faire des tractions supination et se laisser d'un coup, Ouais, voilà. Après, pour OK. être en survitesse, il faut vraiment l'élastique, quoi, pour, Ouais, c'est ça ça, ça ouais. vraiment ça t'accélère, quoi. Et j'imagine, faut bien s'échauffer avant de faire ce genre de travail en survitesse parce que ça met des contraintes quand même pas mal sur les articulations, non? Ouais. Alors, en fait, le travail du tissu conjonctif, après, il y a quand même des paramètres, à connaître. C'est-à-dire que le fibroblaste, il est un peu feignant. Donc ça veut dire qu'il faut quand même le stimuler un petit peu, pendant un certain temps pour qu'il commence à faire du collagène. Mais enfin, il est lent à réagir, mais il est aussi un peu feignant. C'est-à-dire qu'en général, une fois que tu l'as sollicité pendant 10-15 minutes, ce que tu vas f en fait, il va y avoir une période réfractaire pendant laquelle, en fait, si tu lui mets des contraintes, il va dire: «Non, mais je m'adapterai pas plus. J'ai pris 10-15 minutes de contraintes, je vais faire mon travail», et en général, tu as une période réfractaire qui dure, pendant une période à peu près de 6 heures. Donc si dans les 6 heures, ça sert à rien de refaire un entraînement du tissu conjonctif parce que tu auras pas plus d'adaptation, tu vas juste plus, générer de micro-lésions ou de fatigue pour, 0 adaptation. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Qu'en général, quand tu as ton tissu conjonctif qui est sollicité, en fait, tu vas avoir une synthèse, de collagène, mais aussi une dégradation du collagène, et au début, la dégradation, elle sera plus importante que la synthèse. Donc je crois que c'est pendant 36 heures, tu auras plus de dégradation avant qu'il en refasse plus. Donc en gros, si tu veux, entraîner, tes tissus conjonctifs, tu peux le faire, espacer de 36 heures, quoi. OK. Ouais, je pense que c'est important de le savoir parce que si Mais en on le fait, en fait, gros, je crois qu'ils souvent conseillent, 2 à 3 fois par semaine max, les entraînements du tissu conjonctif. Mais après, c'est pareil, là, c'est hyper général, hein. ouais, ouais. C'est après à voir en fonction de la personne que tu as en face de toi. Mais voilà, faut comprendre un peu comment il marche le fibroblast, et voilà. OK, et du coup, donc ouais, donc ça c'était pour la prévention des blessures. Pour finir avec ce thème, tu as d'autres types d'exercices que tu conseilles? Je sais pas, on a proprio par exemple, bon plio on en a parlé un peu, je sais pas, Proprio, gainage, tout ça. ouais, Je sais pas, c'est alors, des exemples, hein, peut-être que tu en as d'autres. après ça va répondre ça va répondre à une personne, il faut que ça réponde à un objectif particulier. La Ouais, voilà, bien proprio, sûr. je sais qu'on a, il y a une étude, je crois, peut-être plusieurs pour le coup, mais je sais que ça peut limiter le risque de, récidive d'entorse de la cheville, donc quand on travaille sur le BOSU. Après moi, je le fais pas trop parce que j'ai pas enfin, en gros, on est un peu loin quand même des contraintes, du terrain parce qu'en gros, sur un BOSU, tu vas être, le but, c'est d'être stable sur une surface qui est instable. Alors que, par exemple, sur un terrain, le terrain, il est stable et c'est toi qui es instable dessus, donc c'est pas tout à fait le même type de contrainte. Mais ça peut il faut pas c'est vrai que beaucoup crachent sur le Bosu. Moi, personnellement, je l'utilise pas parce que après c'est aussi des préférences, personnelles, mais on peut pas dire c'est, efficace 0. On peut pas dire ça. Mais après, est-ce que c'est le plus pertinent? Je pense pas non plus, voilà. Et il y a toujours il y a un entre 2, donc moi j'utilise pas forcément ça. Gainage, ça va dépendre pourquoi, toujours pareil de l'objectif. En général, on entend, gainage pour, surtout pour le mal de dos. En général, les gens on se dit: «Ouais, pour le mal de dos, le gainage». Heu, on a de la littérature qui nous dit que sur le court terme, c'est quand même relativement efficace, même peut-être plus efficace que certaines autres choses. Au final, sur le long terme, c'est pas plus efficace, qu'autre chose, et c'est pareil, quand tu proposes un exercice à un patient, c'est quelle image tu renvoies? Quand les patients, ils disent qu'il faut qu'ils fassent du gainage, ou si tu leur dis qu'il faut faire du gainage, en général, ils ont l'idée que, leur colonne vertébrale, elle est instable et qu'il faut tout stabiliser, alors que c'est pas forcément ça le problème. Voilà, et on sait que les personnes qui ont mal au dos, en plus, ils ont des schémas différents, ils ont même moins de mouvements de la colonne vertébrale. Donc est-ce que ça vaut le coup, pour le coup, sur ça, de faire du gainage? Je suis pas sûr, quoi. Après, ça peut être, par rapport à un sportif sur le terrain qui aurait besoin de, force en isométrie sur certains mouvements, bah, là, ça peut être tout à fait, pertinent. Mmh mh.
Ouais. Pour revenir aux surfaces instables et surfaces stables, est-ce que du coup ça serait plus intéressant par exemple de travailler en proprio du coup sur des surfaces stables et entre guillemets, en se déséquilibrant un peu, mais toujours sur une surface stable, je sais pas, avec des élastiques ou si c'est pour la cheville par exemple, faire des sauts par exemple comment dire, à cloche-pied et d'un coup venir se stabiliser et travailler en proprio comme ça. Selon toi, ce serait plus intéressant de faire ce genre d'exercice du coup? Ouais, après pareil, moi j'essaierais vraiment de le rapprocher de l'activité, des contraintes qu'il y aurait sur le terrain, mais Ouais, ça pourrait être, intéressant. Ah bah, par exemple, on sait que ça peut être aussi sur les retombées, tu sautes pour récupérer un ballon ou peu importe, tu sautes, à la réception, tu peux avoir été, bousculé d'un côté. Pareil, tu fais un travail préalable vraiment localisé tissulaire parce que tu sais qu'il peut y avoir une entorse de la cheville, donc d'avoir les ligaments les plus solides possibles, on va dire, et en plus de ça, entraîner le pattern moteur de, la réception, heu, dans différents schémas. Donc tu peux faire sauter, ton athlète, le pousser pendant qu'il est en l'air et lui, il doit, travailler sa réception. OK. En unipodal par exemple quoi? Ouais, par exemple en unipodal ou, tout un tas de choses différentes, mais voilà, donc c'est tout un travail tissulaire. Et après tu inclus ça dans un truc un peu plus, global en rapport avec, l'activité, quoi. Ouais, plus spécifique du coup. Est-ce que tu aurais, autre chose à rajouter pour la prévention de blessures ou Bah, on n'a pas trop parlé de on la est capsule articulaire et moi je mettrais quand même beaucoup de travail sur la capsule articulaire. Voilà, c'est un truc qu'on oublie un petit peu, mais en fait ça il y a pas mal d'informations qui vont découler de la capsule. Donc en gros, pour, faire schématiquement, en gros, quand on a une articulation, on a deux os qui se font face et en gros, c'est dans du tissu conjonctif, voilà et c'est là qu'il y a l'articulation, enfin l'espace entre les 2. Et c'est vrai que si la capsule, elle est entre guillemets «de mauvaise qualité», on peut avoir, des problèmes, par la suite, dans le sens où en fait, on a notre capsule, on a les ligaments qui sont en général des épaississements de la capsule articulaire. Dedans, on a plein de mécanorécepteurs qui vont détecter plein de choses, plein de mouvements différents et qui vont envoyer des informations, au cerveau et en fonction de ces informations-là, le cerveau lui va, alors il va y avoir même au niveau de la moelle un retour il va y avoir des réflexes et il va y avoir aussi des informations qui vont arriver directement au cerveau et si ta capsule articulaire, hem, on sait que le tissu conjonctif, s'il y a pas de contrainte dessus, en gros, il se désorganise. Donc, ta capsule articulaire, si tu la mets pas en contrainte vraiment partout, tu peux avoir du tissu, ils appellent ça du tissu, ouais, cicatriciel et du coup, il y aura peut-être moins de mécanorécepteurs, moins de choses comme ça et les informations qui vont arriver à ton cerveau, bah, du coup, elles seront moins bonnes. Donc lui, les informations qu'il va renvoyer derrière, bah, il va faire un peu avec ce qu'il a. Voilà. Faut vraiment voir le cerveau, lui, il est dans le crâne, il voit pas ce qui se passe dans les articulations. Le seul moyen qu'il a de voir ce qui se passe, en gros, entre guillemets, c'est les informations que l'articulation, elle va envoyer au cerveau. Donc si les informations, elles sont mauvaises, bah, lui, il va faire avec, ce qu'il a. Donc mmh, travailler vraiment, la capsule, articulaire. Ouais, voilà. Donc et puis pareil, enfin, plus tu auras d'espace dans ta capsule, plus, tu auras un meilleur recrutement, des muscles qui seront autour et tout ça. Donc pensez à travailler la capsule, pensez à travailler les tissus conjonctifs, pensez à travailler les muscles. Voilà, tous les tissus. et quel type de travail du coup pour la capsule articulaire? Pour la capsule articulaire, sur les Ouais. articulations, périphériques, donc en dehors de la colonne vertébrale, on va mettre, l'épaule, le coude, la hanche, le genou, par exemple. Ce qui Mmh. stresse le plus la capsule, en général, c'est les mouvements de rotation. Donc pareil, tu vas te mettre en rotation, si tu veux travailler le coude, bah, tu peux te mettre, en supination et venir faire des contractions pareil, isométriques pour essayer de, stresser au mieux la capsule. Donc tu vas stresser la capsule, tu vas aussi stresser en particulier les ligaments, mais les contractions isométriques de forte intensité, ça va générer de l'espace dans ta capsule et tu auras plus de capacité de mouvement derrière. Voilà, en gros,
c'est vraiment les mouvements de rotation. Pour l'épaule, ça peut être, de la rotation latérale et de la rotation, médiale, toujours, en fin d'amplitude avec des contractions, très importantes pour, créer de l'espace. Pareil au niveau de la hanche et au niveau du genou, c'est pareil, c'est des rotations. Et en fait, tu regardes que pourquoi, qu'aussi les rotations, c'est quand même très important, au niveau de ces articulations-là, parce qu'en fait, les muscles les plus proches de l'articulation, en général, c'est des muscles rotateurs. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, ils bougent, mais aussi ils monitorent un petit peu, tout ce qui se passe ici. Donc il faut que tu aies une bonne capsule et des bons muscles qui, contrôlent justement, tous les mouvements, et c'est vraiment les muscles qui sont les plus proches, de l'épaule. Bah, pour l'épaule, on appelle ça la coiffe des rotateurs. Plein de petits muscles qui Ouais. s'insèrent sur la capsule justement et qui, voilà, donc c'est important d'avoir une bonne capsule et des bons muscles, rotateurs. Pareil pour la hanche, pareil pour le genou, pareil pour le coude. Donc, ouais, plutôt s'orienter vers des mouvements de rotation en isométrie, quoi, avec une contrainte Ouais, assez importante quand même. ouais, assez importante. En Ouais, général, il y a ce qu'on appelle la personne qui a mis qui en parle beaucoup, c'est le docteur André Ospina et en fait, voilà, c'est lui, il a créé dans son système ce qu'on appelle les Pales and Rails. En gros, c'est des contractions isométriques en fin d'amplitude sur les tissus qui sont en étirement. Donc, par exemple, tu es en supination, tu vas forcer pour faire de la pronation en fin d'amplitude et après, derrière, tu vas refaire de la supination où toi-même, tu essaieras d'aller le plus loin possible et en gros, tu fais une contraction isométrique des tissus qui sont en étirement et ensuite des tissus qui sont, en position de raccourcissement. Tu as travaillé des 2 côtés, tu as plein de mécanismes physiologiques qui entrent en jeu, qui fait que tu auras, plus de capacité de mouvement d'ailleurs, à ce moment-là. Voilà. OK, donc ça indirectement, ça améliore la mobilité, si je dis pas de bêtises? La Ah oui, mobilité de ouais, c'est ça. ouais, de Bah, l'articulation, quoi. exactement, ouais, ça va améliorer la mobilité. Donc en gros, alors la mobilité, on va mettre une définition parce que du coup, tout le monde dit mobilité, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais moi, Ouais, quand je ouais. parle mobilité, on va dire que c'est la combinaison en gros de la souplesse, contrôle moteur et force et ça fait, la mobilité. Voilà. Et la mobilité, c'est, différent de, enfin, c'est pas l'opposé de la raideur, parce qu'en général, on oppose raideur et mobilité. C'est 2 choses qui tu peux être très mobile et très raide. Mmh. Voilà, OK. c'est la mobilité, c'est la capacité de bouger. La raideur, c'est la capacité de tes tissus. Le contraire de la raideur, ce serait la compliance. Donc tu peux être mobile et compliant, tu peux être mobile et raide. Le mieux, c'est quand même d'être mobile et raide. En fait, on sait que pour la performance, être raide, c'est mieux. Mais c'est l'un et l'autre sont pas l'opposé. Et raideur et souplesse, c'est à l'opposé ou pas? Alors moi, en fait, vu qu'on parle de tissu, moi je mettrais vraiment, raideur face à compliance. La souplesse, je la mettrais dans la mobilité où ça va plutôt être sur de l'amplitude. Mais voilà, au niveau du tissu, raideur et compliance, c'est, opposé, mais ça c'est différent de la mobilité. Et c'est vraiment retenir qu'on peut être mobile et raide. Parce que j'entends beaucoup, dire, «Non, faut pas être mobile, il faut être raide», alors que tu peux être les 2 en même temps. Mais ouais, mais on peut pas être raide et bah, ça dépend des zones, mais on peut pas être raide et souple? Si? Si tu peux être en fait, en gros, souple, ça va être la capacité de mouvement, donc enfin, ça va être les amplitudes que tu peux atteindre. Plus tu vas être souple, plus la souplesse, c'est un prérequis à la mobilité. Parce que la mobilité, il faut que Oui. tu aies souplesse, force et contrôle moteur. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une grande amplitude et dans la fin d'amplitude, il faut que tu sois capable de générer de la force et d'avoir un certain contrôle. La raideur, en fait, c'est comment tes tissus ils vont réagir à la contrainte. Est-ce qu'ils vont résister à la déformation et ils peuvent résister à la déformation et aller chercher loin? Ou est-ce qu'ils vont complètement se laisser, heu déformer par la contrainte? Et voilà, et donc en gros, c'est vraiment souple. Tu peux être souple avec, de la raideur et tu peux être souple avec, de la compliance. Là, par contre, souple, ça veut dire qu'en gros, si tu as pas forcément de la force et tout ça et que tes tissus se laissent déformer, là, peut-être que tu augmentes ton risque de blessure quand même parce que tu as peu de contrôle et tes tissus qui, voilà, qui se laissent complètement déformer alors qu'avec la raideur, justement, tu vas avoir et en plus pour la performance, c'est mieux parce que plus tu vas emmagasiner d'énergie, plus tu vas au mieux tu la restitueras derrière. Mais voilà, on peut Mmh. être mobile et raide et c'est pas 2 mots, antagonistes.
Ah ouais, bah, si bien que tu le précises, parce que tu vois, même moi, j'avais tendance à opposer un peu raideur et souplesse. Et même dans des cours que j'ai eu en licence, il y a certains profs ouais, qui opposaient un peu raideur et souplesse. Notamment, c'était en termes de course, je crois, où il faut être assez raide au niveau des tendons. Ouais, Je crois que c'est de la cheville, ouais, comme tu as dit, ouais, pour emmagasiner de l'énergie. Et ils opposaient ça un peu à la souplesse. Donc, ouais, bah, c'est après, bien que ouais, tu en le fait, tu peux précises. être, ouais, en fait, c'est ça, tu peux être souple et compliant, souple et raide, mobile et raide, mobile, et compliant, voilà, c'est tout. Et le mieux, c'est d'être mobile et raide. Après, c'est pareil, hein, la raideur, il y a quand même certaines, si tu es trop raide, tu peux augmenter ton risque de blessure, notamment au niveau, du Mhm. tendon. Parce que le tendon, il a une particularité, c'est que il est entre un muscle qui est compliant et il est entre l'os qui va être raide. Donc lui, il doit être compliant à une zone et raide à l'autre. Et en général, dans les sports où tu fais beaucoup de pliométrie et tout ça, bah, il a plutôt tendance à se raidir et donc du coup, la performance, elle augmente, mais le risque de blessure sur le tendon, il peut augmenter aussi. Et c'est pour ça que Mhm. l'isométrie, c'est pas mal, parce que l'isométrie, ça augmente la compliance. Donc du coup, tu peux essayer de gérer ces problèmes-là de trop de plio et trop de trucs comme ça en rajoutant de l'isométrie. Ok, Mais le c'est tendon, c'est bon. vraiment un tissu très, très particulier, hein. C'est pour le Ouais, je coup, vois ça. faudrait faire vraiment un sujet juste sur le tendon pour expliquer vraiment, comment ça fonctionne, quoi. Ok, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de parler du tendon. Euh, En attendant, là, on arrive sur la fin du podcast. J'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser en général à la fin d'un épisode. C'est est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un sportif, par exemple, ou avec un patient, une expérience bah ouais, enrichissante où il y a quelque chose de positif qui en est sorti? Alors là, faut que je cherche le truc quelque chose Vas-y, vas-y. d'assez intéressant. Parce qu'en fait, j'ai eu des expériences avec, des sportifs professionnels et franchement, c'est pas forcément les meilleures expériences, que j'ai eues parce que, bah, ça peut être, ouais, voilà, ça va être une mauvaise expérience, mais où ça m'a appris des choses sur le monde Ouais, ouais, du bah, c'est sport et bien. du haut niveau. Après, c'est pas là, je vais pas faire une généralité, c'est les expériences que j'ai eues, c'est tout à fait personnel et je globalise, rien du tout. C'est les Bien expériences que sûr, j'ai ouais. pu avoir. C'est, moi, quand j'ai travaillé avec des sportifs, de haut niveau dans des sports individuels, hem, en fait, c'était très difficile d'aller à l'encontre effectivement de certaines croyances qu'ils avaient et donc on sait que quand on a un patient au cabinet et qui a des croyances de fragilité ou de choses comme ça, on peut pas lui dire d'emblée, «Ah non, c'est pas comme ça que» bah, faut éviter ce qu'on appelle les réflexes correcteurs. Si le patient il dit: «J'ai mal parce que j'ai de l'arthrose», il faut pas lui dire: «Non, c'est pas ça». Voilà, on peut pas lui dire de manière frontale, qu'il a tort. Lui, c'est la représentation qu'il a, c'est sa réalité à lui, même si elle est fausse, on va dire, au niveau d'un point de vue scientifique, c'est la sienne et on peut pas aller contre ça et on imagine ça avec les patients, qu'on a tous les jours, mais en fait, c'est dans le monde sportif, il y a aussi énormément, ces choses-là et c'est vrai que c'est quand même très ancré et c'est des fois très difficile parce qu'en fait, en gros, eux, ils connaissent, très bien leur corps et tout ça et quand, tu essayes d'aller un petit peu, contre, ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur bien, bah, en fait, c'est toujours, pour le coup, c'est vraiment des longues discussions, c'est toujours amené, petit à petit, c'est voilà, c'est toujours, c'est très compliqué, ça prend du temps, et aussi, c'est pas forcément. Moi, j'ai travaillé avec des sportifs qui étaient très bons dans leur domaine, mais en fait, ils sont pas forcément super bien, entourés aussi, hein. Moi, j'en ai déjà vu avec, Mhm. des diètes, enfin sans diète, en fait, qui avaient pas de diète, particulière. Même des gens qui font de la muscu ont, je pense, des diètes plus calibrées que certains que j'ai vus. En termes de prépa physique, pareil, j'en ai vu qui s'entraînaient, mais toute l'année, qui faisaient le même programme, sans il y avait même pas de surcharge progressive, sans savoir vraiment pourquoi ils faisaient ça. C'est des exercices qu'ils avaient entendus ou ça doit être des choses dans le milieu qui se répètent ou quoi et en fait, d'avoir, aucun, ces choses-là. Hem, énormément aussi des reçus sur les étirements, comme quoi les étirements, ça serait vraiment la panacée pour éviter les blessures, les douleurs, tout un tas de choses, alors que, bah, pas forcément. Pas que les étirements, c'est nul, mais, par exemple, on a dit que c'était un prérequis pour la mobilité, mais ça fait pas non plus tout, les étirements. Et en fait, voilà, ouais,
c'est quand même un milieu où c'est difficile d'aller, enfin, c'est des personnes, voilà, qui ont pas mal de croyances aussi et c'est difficile d'aller contre et ça c'est voilà, comme je disais, ça prend du temps, c'est de la discussion et tout ça et c'est des gens qui sont pas forcément super bien accompagnés. Voilà. Ouais, Et du coup, ouais. c'est vrai que alors j'ai pas, de toute manière eu de sollicitations récentes avec des mais je sais que si j'en avais d'autres, je serais beaucoup plus vigilant dès le début pour, et j'ai déjà eu des sportifs qui m'ont dit, il y a quel que enfin, certains compléments alimentaires, pensaient, que c'était, des produits dopants, ou des choses comme ça. Voilà, Ouais, donc donc ils ont une culture, enfin, ouais, une culture non pas du sport, mais je sais pas, de l'entraînement ou de la kiné, tout ça, qui est un peu, comment dire, réduite. ouais, bah, pour ceux que j'ai vus en tout Ouais, cas. ouais, ouais, bien Après sûr, pour c'est certains. Ouais. toujours, après c'est pareil, enfin quand on regarde, il y a certains des fois il y a certains clubs, je sais pas trop comment ils travaillent, mais tu as des notamment des équipes de foot ou quoi, enfin quand tu vois les blessures que les athlètes ils ont, alors effectivement dans le foot, ils ont, un calendrier qui est quand même assez exceptionnel où ils jouent très, 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 très souvent mais il y a un nombre de blessures, c'est quand même assez incroyable, hein. Alors qu'il y a quand même ils ont quand même énormément d'argent et on a aussi quand même des études qui nous disent que, par exemple, quand, il y a un patient qui a mal, la première chose à faire, c'est pas de passer une IRM, les infiltrations ou les choses comme ça, c'est, du dernier recours après une rééducation bien menée et tout. Donc on a des guides de bonne pratique et c'est vrai qu'a priori dans le monde du sport de haut niveau, ils sont pas du tout respectés ces choses-là. C'est dès qu'il y a une douleur ou quoi, on balance des IRM, on balance des échos, on balance des choses. Faut aller vite, donc on fait des infiltrations. Heu, sur les lésions musculaires, peut-être on va pas attendre certains délais, on va exposer les athlètes à un risque de récidive. Donc c'est pour ça qu'on voit des gens qui ont des lésions des ischio-jambiers, à répétition. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à améliorer dans le sport de haut niveau. J'ai pas la prétention de dire que je pourrais le faire, mais je pense qu'avec l'argent qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Ouais, mais pour rebondir un peu sur le fait que tu as mentionné qu'il y ait beaucoup de blessures, j'ai un prof là cette semaine à la fac là en STAPS qui nous disait qu'il y avait un prépa physique dans une équipe de foot qui disait que il faisait pas beaucoup de développement, qu'il n'y avait pas un gros volume dans les entraînements, Mmh. pour la simple et bonne raison qu'il voulait pas qu'il y ait une blessure ou un pépin avec les athlètes, parce que Ouais. sinon, en gros, tu vois, il perdait son job. Donc peut-être que du coup, voilà, après, c'était juste un cas spécifique, hein, je sais Mmh. pas, c'est pas une généralité. Et peut-être que du coup, il y aurait peut-être moins de renforcement ou moins de travail qui pourrait éventuellement prévenir certaines blessures, quoi. Bon, après, c'est un cas spécifique, mais Effectivement. Après, c'est aussi pareil que comment elle est faite la prépa physique, parce que par exemple, oui. en général, la prépa physique, il y a pour beaucoup de sports, bah, il y a certains mouvements en fait, il y a beaucoup de mouvements qui sont tirés des mouvements de musculation. Donc, on peut voir des gens faire du squat, on peut voir des gens faire du soulevé de terre, du développé, couché, des choses comme ça. Est-ce que c'est pertinent de passer du temps alors, sûrement que, par exemple, pour un travail où on a des membres, où les membres inférieurs vont jouer, faire du squat, du soulevé de terre ou des choses comme ça peut être, intéressant. Il y a d'autres choses peut-être qui vont être moins intéressantes. On n'entraîne pas un footballeur comme un bodybuilder ou comme quelqu'un qui fait du power et peut-être aussi, mettre du travail un peu plus, sur, les tissus. On a vu par exemple entraîner les tissus conjonctifs, ça prend pas tant de temps que ça. D'ailleurs, on a vu, Mhm. tu peux le faire 2 à 3 fois par semaine et on voit qu'au bout de 10 minutes, tu as saturé les fibroblastes, donc ça fait 45 minutes réparties, dans toute la semaine et les blessures dans le sport, elles touchent quelle partie? Elle touche le tissu conjonctif, voilà. Dans une tendinopathie, c'est le tendon. Le tendon, c'est du tissu conjonctif. Dans une rupture de ligament, que ce soit à la cheville ou au genou, c'est le ligament, c'est du tissu conjonctif. Dans une lésion des ischio-jambiers, c'est une lésion, c'est ce qu'on appelle une lésion myo-aponevrotique, ça touche le tissu conjonctif. Voilà. C'est pas le muscle en fait qui se blesse, c'est le tissu conjonctif à chaque fois et il est jamais entraîné. Peut-être on peut faire, un lien Mhm. entre les 2 par exemple. Donc est-ce que voilà et pareil après, dans l'expérience avec les sportifs, moi, il y a quelqu'un, alors j'ai pas son nom de toute manière, j'aurais pas dit, mais c'est, un médecin
alors je sais plus si c'est un médecin du sport ou un chir, en tout cas qui est très, 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 très connu pour travailler avec énormément de sportifs de très, très, très haut niveau. Et moi j'avais un athlète que je suivais qui a été le voir et le mec en fait en une séance, il a fait, de consultation, il a fait, quelques tests un peu bidons. Il a sorti que, la douleur à l'épaule, c'était dû à un conflit sous-acromial alors que c'est quand même une théorie qui est très, très remise en question et il a infiltré la personne directement. Il a infiltré la thèse, dans la foulée. Il a pas voilà, c'est quand même pas une, ça pareil, ça suit pas les recommandations de bonne pratique. Pourtant, c'est le mec qui s'occupe d'énormément de sportifs. Mmh. Donc ouais, je pense en fait, le message, ce serait les sportifs de haut niveau, c'est pas forcément les mieux encadrés et moi, c'est ceux que j'ai eu en tout cas, c'est pas les personnes avec qui j'ai eu le plus de plaisir à travailler. Alors qu'en plus, il y en avait qui étaient vraiment très, très, très bons et que comme je te dis, ils avaient une prépa physique très bof, pas de diète, et au final, tu te dis: «Mais en fait, s'ils avaient eu peut-être, ça de bien en plus, ils auraient pu, encore plus, exploser encore plus, quoi». Ouais, c'est clair. Ouais, c'est étonnant. Après, ça dépend de leurs entraîneurs principalement et de leur staff, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est étonnant. donc Euh, Écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ou un dernier conseil? un conseil, quand vous avez mal, en dehors d'un contexte de trauma, pensez pas que vous avez une lésion quelque part. Je pense que c'est vraiment le message, à retenir. Et de pas, si je me permets de compléter, mais et de pas donner directement, enfin dire directement c'est telle pathologie, quoi. Exactement, ouais, ne posez pas un diagnostic tout seul, en Voilà, fonction c'est d'une ça. vidéo que vous avez vue ou de quoi que ce soit. Et si ça et pareil, une douleur, si on prend le mal de dos, une douleur, dans 50 des cas, un mal de dos, ça passe en 5 jours. Donc voilà, il y a énormément de douleurs aussi qui vont passer toutes seules. Mais si ça dure Ok, ou que ça fait très mal ou qu'il y a un contexte de trauma, allez consulter un professionnel de santé. parfait. Eh ben, j'espère que ça va servir à certains de mes auditeurs. Là, Et ben j'espère écoute, aussi. merci beaucoup pour tous tes conseils et pour toutes les astuces et les idées aussi que tu as pu débunker un peu. Je pense que ça fait pas de mal. Bah, merci à toi de m'avoir invité. J'espère que, bah, justement ce que j'ai dit, ça plaira et c'est vrai que pour certaines choses, c'était difficile de donner des réponses, très précises vu que ça dépend du contexte, mais j'espère que les gens, ils Oui, arriveront bien quand sûr. même à dégager, certaines idées et peut-être à changer d'avis sur certains sujets. Ouais, ouais, je pense que c'est utile. Ouais, c'est vrai que des fois, faut vraiment un contexte précis pour donner une réponse précise, parce que Mmh. c'est vachement, comme on l'a vu, que ça dépend du contexte de la personne, du sport aussi peut-être. Enfin, Ouais, oui, c'est multifactoriel, quoi. Donc exactement. voilà. Bah écoute, merci encore, et Pas bah, de je te souci. souhaite une bonne fin de journée. Bah, merci à toi aussi. Salut à tous. Salut! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.